Salut et bienvenue à toi, amateur d'écologie, mais aussi individu soucieux du bien-être de ton porte-monnaie. Je suis très heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast de la Terre dans les épinards. J'imagine que tu ne sais plus où donner de la tête en ce moment avec une actualité plutôt chargée, mais tu auras peut-être entendu entre deux infos qu'on avait atteint tout récemment une nouvelle limite planétaire. Encore ? Vas-tu me dire ? C'est vrai qu'entre le réchauffement climatique, le jour du dépassement, qui marque le jour de l'année à partir duquel l'humanité a épuisé ses ressources annuelles, et ça fait beaucoup de limites. Alors, qu'est-ce que c'est que ces limites planétaires ? C'est en 1972 que la notion de limite commence à être évoquée. C'est sur cette fin de période des 30 Glorieuses que le rapport Meadows est publié. Commandité par le Club de Rome, un groupe de réflexion qui cherche des solutions à des problèmes mondiaux complexes, et rédigé par des scientifiques de l'université américaine du MIT, le rapport Meadows alertait déjà sur les dangers d'une croissance qui se veut infinie dans un monde aux ressources finies. Il prédisait que la société de consommation devrait faire face à une pénurie de ressources d'ici 50 ou 100 ans. 50 ans tout pile après la publication de ce rapport, voilà une prédiction dont la pertinence est de jour en jour de plus en plus avérée. Mais bon, à l'époque, comme on peut s'en douter, même si le rapport avait beaucoup fait parler de lui, ça avait quand même un peu fait plof. Les choses bougent déjà difficilement maintenant, alors au début des années 70, mais presque 40 ans plus tard, en 2009, la notion de limite revient sur le tapis, cette fois avec la publication dans la revue Ecology and Society d'un article rédigé par une équipe internationale de chercheurs. Ils ont isolé 9 processus naturels déterminant l'équilibre des écosystèmes à l'échelle planétaire, parmi lesquels le célèbre changement climatique, l'acidification des océans ou encore l'utilisation mondiale de l'eau. Les autres sont moins sur le devant de la scène, mais les voici quand même par souci d'exhaustivité. Pollution chimique, perturbation des cycles de l'azote et du phosphore, érosion de la biodiversité, une belle formulation pour parler de l'extinction des espèces, le changement d'utilisation des sols, c'est-à-dire en gros la conversion des espaces au sol, par exemple de forêts en terres cultivables, et enfin l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, et l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère. Bien entendu, ces processus naturels sont plus ou moins interdépendants et agir sur l'un a des répercussions plus ou moins importantes sur les autres. Pour 7 de ces processus naturels, des seuils quantitatifs ont été déterminés, une espèce de marge de sécurité en dessous de laquelle le développement de l'humanité peut être considéré comme sûr et juste. Et dans le même temps, la publication annonçait au passage que 3 des limites planétaires avaient déjà été franchies. En 2009 donc. Parmi eux, tu t'en doutes, le changement climatique, mais aussi l'érosion de la biodiversité et le cycle de l'azote, lequel peut avoir un impact sur les systèmes terrestres, aquatiques et marins, mais aussi sur le changement climatique. En 2015, les chercheurs affinent leur modèle avec une actualisation de leurs travaux. Les seuils précédemment fixés par l'équipe restent inchangés pour le changement climatique, l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique et l'acidification des océans. Petit aparté d'ailleurs sur l'acidification des océans, un peu dans l'ombre de son grand frère, le réchauffement climatique. Ils trouvent pourtant tous deux leur source dans les émissions de CO2. Les océans agissent comme une pompe à carbone en absorbant le dioxyde de carbone, provoquant ainsi progressivement leur acidification. Avec pour impact notamment la fragilisation de récifs coralliens et une migration des espèces sous-marines, ce qui se traduit à la surface par des impacts économiques et sociaux. Retour maintenant au rapport mis à jour sur les limites planétaires. Je disais donc que 3 des seuils fixés précédemment restaient inchangés. Pour le reste, il y a quelques modifications. Les cycles du phosphore et de l'azote sont désormais considérés comme 2 limites planétaires distinctes. L'érosion de la biodiversité est divisée en 2 sous-limites
Et la pollution chimique devient introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. Une bien jolie formulation. Mais surtout, des nouvelles limites sont franchies. Le cycle du phosphore et le changement d'utilisation des sols désormais quantifiés par la surface de forêt restante. Le rapport mettait également en avant l'importance de surveiller les limites planétaires du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité, car elles englobent les autres limites, et une évolution de l'une ou de l'autre pourrait avoir des conséquences importantes sur l'état du système terrestre. On était alors en 2015. En janvier dernier, belote, une nouvelle limite est franchie, celle de la pollution chimique, ou plus exactement de l'introduction de nouvelles substances dans l'environnement, comme a été redéfinie cette limite en 2015. Et fin avril 2022, rebelote, c'est maintenant celle de l'eau douce qui est dépassée. Et plus précisément, celle de l'eau verte. Ouais, je sais. J'ai complètement oublié de mettre du chlore dans la piscine. Alors non, l'eau verte ne correspond pas à la quantité d'eau marécageuse présente sur Terre. Par opposition à l'eau bleue, recouvrant les masses d'eau des rivières, des lacs et des nappes phréatiques, en somme les réservoirs d'eau, l'eau verte concerne l'eau des précipitations, de l'évaporation et de l'humidité des sols. Elle concerne donc davantage les flux d'eau qui transitent par les végétaux. C'est un concept qui a été récemment proposé par l'équipe des chercheurs qui estimait que le seul concept d'eau bleue ne suffisait pas à représenter le cycle de l'eau douce, l'eau verte jouant un rôle essentiel dans la régulation des processus terrestres. À titre d'illustration, les forêts contribuent à un certain équilibre entre eau bleue des réserves d'eau et eau verte des précipitations, de l'évaporation et de l'humidité des sols. Si l'on ne tenait pas compte de l'eau verte, la déforestation aurait pour impact d'augmenter les réserves d'eau bleue et donc, selon le modèle, serait plutôt bénéfique puisqu'elle nous éloignerait de la limite planétaire de l'eau douce. Alors que, dans la réalité, la déforestation est loin d'être bénéfique, justement entre autres parce qu'elle perturbe le cycle de l'eau verte. Alors j'espère que je ne t'ai pas perdu avec ces histoires d'eau de toutes les couleurs, mais la distinction entre les deux est importante. C'est donc, comme je le disais, le cycle de l'eau verte qui a été perturbé récemment. Plus explicitement, c'est l'humidité des zones racinaires du sol qui diminue du fait du changement climatique et de la déforestation. Or, la forêt a besoin de l'humidité des sols pour survivre et on peut essayer d'imaginer les conséquences dramatiques d'une transformation de la forêt amazonienne en savane désertique quand on sait le rôle essentiel qu'elle joue normalement, notamment sur le réchauffement climatique. Au-delà des publications scientifiques, le concept de limite planétaire est reconnu tant au niveau international par les Nations Unies qu'européen par l'Agence européenne pour l'environnement et national au travers du rapport sur l'état de l'environnement de 2019 qui dresse notamment une liste de mesures mises en œuvre en France pour rester dans le cadre juste et sûr des limites planétaires. Bon, reste comme toujours la question de savoir si tout ça sera suffisant pour revenir dans un délai assez court sous les seuils des limites planétaires. Dans tous les cas, au niveau individuel, la ligne de conduite semble toujours être la même, consommer de manière raisonnée. Je te renvoie au premier épisode du podcast sur la surconsommation notamment, ou le troisième sur l'impact environnemental du numérique. Moins il y a de demandes superflues, c'est-à-dire ne correspondant pas à des besoins réels, moins il y a de pression sur l'environnement, donc de déforestation, d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on limite la perturbation du cycle de l'eau verte, l'acidification des océans, le changement climatique et toute cette sorte de choses dont je viens de te parler. Finalement, je crois que le meilleur moyen d'être écolo, c'est de faire des siestes. Ça t'évite de prendre la voiture ou de penser à ce que tu vas acheter dans l'heure qui vient. Allez, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Si oui, n'hésite pas à t'abonner comme d'habitude. Et si ce n'est pas déjà fait, aux pages Instagram de La Terre dans les épinards, à la page Facebook, à la newsletter du site de la Terre dans les épinards.fr. Bref, à tout. Et n'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires Insta ou Facebook ou par email s'il y a des sujets liés à l'écologie au quotidien que tu aimerais voir abordés. Et je verrai ce que je peux faire.
Et en attendant le prochain épisode, prends soin de toi, de ton environnement et de ton porte-monnaie. Et on se retrouve en pleine forme. Salut!